Notre invité dans la grande interview, c'est Guillaume Demullier. Bonjour. Bonjour. Président du directoire de Roche-Beaubois. 2 enseignes à Cuir Center et Roche-Beaubois, 55 pays, 336 magasins, du propre et de la franchise en bourse depuis 2018 et des résultats 2022 qui sont toujours très positifs. Alors à chaque fois qu'on se voit, Guillaume Demullier, c'est toujours pour donner des bonnes nouvelles. Bon, on est plutôt content pour vous. Ceci étant, 408,5 millions d'euros en 2022, c'est un peu plus de 22% de croissance sur un an. Et donc un résultat qui effectivement une longue série de performances depuis plusieurs années. J'allais dire finalement, c'est plus que vos propres estimations, ce que vous aviez vous anticipé. Oui et non, et pour quelle raison? Alors, oui et non. C'est-à-dire... pour ça que je vous pose la question. Quand on s'est introduit en bourse en 2018, on avait fixé des objectifs à 2021. Oui. Objectifs qui étaient ambitieux, comme dans toutes les introductions en bourse. On les a atteints. Je ne dirais pas qu'on était surpris, mais on était content d'être en haut de la fourchette. Voilà. Le fait est que l'année 2021 a été un record, avec un record de croissance, un record de rentabilité, etc. Face à une année 2020, année Covid, qui n'était pas dégradée, qui était identique à 2019. Donc, grosso modo, 2021, ça a été une année en progression de 30%. 2022 est à nouveau une année en progression. Alors, on analyse 2 types d'indicateurs chez Roche-Beaubois qui sont très importants. C'est à la fois les prises de commandes et puis ce sont les livraisons, puisque le chiffre d'affaires, il est reconnu, le chiffre d'affaires des comptes et donc de la rentabilité, il est reconnu au moment de la livraison. Donc on regarde toujours les deux et on a une chance assez incroyable par rapport à d'autres sociétés, c'est qu'on a une visibilité de 4 à 6 mois sur ce que va être notre chiffre d'affaires, puisqu'on connaît nos prises de commandes. Donc, on sait qu'on a eu un niveau de croissance des prises de commandes qui a été au-delà de 35% sur nos magasins en propre en 2021. Et puis, on aurait pu se dire, beaucoup d'analystes disaient, c'est un effet Covid. On est chez soi, on décore, on refait. Un intérêt pour la maison, c'est momentané, et puis qui prédisait des baisses en prise de commande, encore une fois, puisque c'est le business à un instant T, sur 2022. Bon, sur la marque Roche-Beaubois, on a été à plus 6,5 sur l'année 2022, sur ce record de plus 35%. Donc aujourd'hui, on a vraiment atteint une dimension différente et on tient cette dimension différente. Alors, le niveau de croissance, vous allez me dire, il s'est ralenti en 2022 par rapport à 2021, c'est vrai, mais on a encore beaucoup de portefeuilles de commandes à livrer. On a eu, encore une fois, 6,5% de croissance. Donc, la marque et la désirabilité de nos marques, que ce soit Roche-Beaubois et dans une certaine mesure, on y reviendra sûrement, Cuir Center, font que on surperforme le marché et on continue, encore une fois, à générer de la croissance post-Covid. Et justement, typiquement, là, c'est l'exemple, mais sur la France, 112 millions d'euros environ, un peu plus de 9%. Est-ce que l'explication principale, j'allais dire, c'est toujours parce que finalement vos clients ont un peu plus de moyens que les autres, sont un peu moins sensibles à la crise peut-être que les autres? Est-ce que c'est encore aujourd'hui finalement l'explication la plus rationnelle, si je puis dire, de cette performance? C'est clairement une partie importante de l'explication, c'est-à-dire que nos clients, Roche-Beaubois, sont moins touchés par la conjoncture, par l'inflation, qu'un marché plus général du meuble. D'ailleurs, Cuir Center, qui est un marché moyenne gamme. On a des paniers moyens de 2 000 euros chez Cuir Center en France, quand ils sont à 3 500 euros chez Roche-Beaubois. Donc, Cuir Center, c'est du moyenne gamme. Bien sûr. Mais Cuir Center, on a stagné, on a même un léger recul en 2022. Donc, voilà, on est sur un niveau de gamme qui est différent. Et donc, Roche-Beaubois, en plus, qui est très internationalisé, parce que encore une fois, on est dans 55 pays, on est très fort aux États-Unis, Canada, qui est notre premier marché. Donc voilà, on a aussi des relais de croissance qui sont en dehors de la France, avec des dynamiques économiques qui peuvent être différentes de celles de la France. Alors justement, vous parlez des États-Unis, c'est aux US que ça cartonne véritablement, à 145 millions de chiffre d'affaires, 43% de hausse. 43%, on dit merci aux effets de change ou pas seulement? Un petit peu, mais... Alors, un petit peu beaucoup? Non, pas tant que ça, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que... 30%, 28% aurait fait de change. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'aux États-Unis, on aligne nos prix en fonction de la parité euro-dollar. Et le fait est, le dollar ayant beaucoup augmenté effectivement en 2022, on n'a pas augmenté nos prix.
Donc, si on n'avait pas eu cet effet euro-dollar, l'effet des matières premières, l'effet de nos augmentations de fournisseurs, qu'on a évidemment subi et qu'on a pu répercuter dans nos prix en Europe, on les aura aussi répercutés non pas sous forme d'effet de change, mais sous forme d'effet de prix. Oui. Donc, en vrai, on en a profité, évidemment, mais la marque est tout de même extrêmement dynamique aux États-Unis, avec des rachats de franchisés, on en parlera probablement, avec aussi un programme d'ouverture qui est très ambitieux cette année. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont aussi structurelles aux États-Unis. Bon, l'actualité, c'est aussi, malheureusement, on est quasiment à quelques jours de la première année de la guerre en Ukraine, en tout cas de l'invasion de la Russie en Ukraine. Comment est-ce que vous regardez cette année, les conséquences que ça a eu, notamment sur le contexte économique, l'inflation particulièrement? Comment est-ce que vous gérez ce sujet, cette question aujourd'hui? À une époque, vous étiez de dire, bon, bah, hausse des prix, on verra, on ne sait pas, et bon... Alors, on a eu effectivement... Nécessairement passé par cette case-là. On est passé dans une certaine mesure par ces cases-là. Hein. Ça a commencé avant la guerre en Ukraine, parce qu'il y avait aussi des pénuries de matières premières post-Covid. Oui. Donc sur le bois, sur certains métaux, sur le verre, on a eu évidemment des augmentations relativement significatives de la part de nos fournisseurs. On les a évidemment discutées. Nos fournisseurs sont des partenaires, hein, des gens avec qui on travaille depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On a une vraie relation très forte. Ils sont tous en Europe. Donc là aussi, il y a une relation qui nous permet à la fois, on comprend leurs difficultés en termes d'augmentation des matières premières, et à la fois, ils comprennent qu'en termes de prix, de volume, on veut rester compétitif, et donc on a un équilibre à trouver. Donc on a réussi à être sur des niveaux d'augmentation de prix qui étaient raisonnables, probablement plus raisonnables que certains concurrents. On a réussi à maintenir les délais malgré tout ça. Il y a aussi des recherches d'économie qui vont être faites? Alors, vous voulez dire sur le fonctionnement global, sur la fabrication, sur la distribution? Alors, sur le fonctionnement global, il y a différents niveaux. On a le fait aussi qu'on ait des résultats plus importants, ça nous permet d'investir davantage dans notre réseau retail, donc de plus, on n'a pas de raison de faire des économies à ce niveau-là, au contraire, on a envie que la marque soit positionnée comme une marque de luxe aujourd'hui, on a ouvert... Donc ça veut dire pas de fermeture de magasins, pas de rationalisation des effectifs, pas d'abandon de position? Ah bah il n'y a aucune raison, puisque on a une croissance de 22%, on maintient nos marges brutes, c'est-à-dire que l'effet de l'inflation, on a pu l'intégrer dans nos prix de vente, donc, et nos résultats bottom line, on va les communiquer dans quelques semaines maintenant, 2022, mais voilà, c'est pas très difficile d'imaginer qu'ils vont être très très bons. Donc au contraire, on a nous plus de moyens pour investir dans notre réseau retail, dans l'humain, avec des recrutements de gens très performants, on investit dans le digital, on investit également dans la formation, donc dans la publicité. Donc voilà, on a tous ces éléments-là qui aussi nourrissent la croissance et qui font qu'aujourd'hui, on a une taille critique qui nous permet de mieux le faire qu'il y a 3 ans ou 4 ans. Alors justement, la question, c'est qu'est-ce que Roche-Beaubois peut bien faire de tout cet argent? Comment le dépenser? C'est la question que vous êtes quand même posée depuis plusieurs années. Alors, j'allais dire, bon, bah, on l'a vu très récemment, notamment, il y a un sujet pour vous, c'est le rachat de franchisés. 13 magasins du nord de la France, au moins sur la partie française, hein, donc qui repassent en propre. C'est quoi le but de l'opération finalement? Le but de l'opération, c'est que ça nous amène en quelques semaines, en quelques mois, à une croissance d'environ 20 millions de chiffre d'affaires qu'on va intégrer. Parce qu'il y a un magasin du nord de la France, il y a aussi le magasin de Rennes, hein, l'ensemble fait 20 millions. Sont des magasins qui sont rentables, qui immédiatement vont être intégrés à notre périmètre et qui vont générer tout de suite de la rentabilité. Le fait est aussi que dans les deux cas, que ce soit le nord de la France et la Bretagne, sont des franchisés qui veulent partir à la retraite un petit peu tôt, qui n'attendent pas les 64 ans, mais ils ont aussi une belle réussite en franchise, ils ont développé la marque, ils ont gagné un peu d'argent aussi avec Roche-Beaubois, et aujourd'hui, voilà, ils souhaitent partir à la retraite. Donc, ça nous permet là aussi, étant donné les conditions de nos contrats de franchise, étant donné la relation qu'on a avec eux, de pouvoir négocier des prix de rachat qui sont raisonnables à l'échelle de la marque et qui permettent d'être très vite resolutifs. Et puis l'autre avantage, évidemment, même si la franchise fonctionne bien,
on a parfois des méthodes en termes de merchandising, en termes de formation, qui sont un petit peu différentes de nos franchisés, parce que nos priorités peuvent être aussi un petit peu différentes. Et ça permet aussi pour nos clients d'avoir une expérience qui est de plus en plus sans couture. C'est-à-dire, là, on va pouvoir avoir, que ce soit en Belgique, de la Belgique à Paris, à la Bretagne, à l'Allemagne, on va être tout en propre sur cette partie de la France. Donc, c'est aussi... Mais ça veut dire que le développement, il va se faire plutôt sur du magasin en propre plutôt que sur de la franchise, comme c'était le cas à une époque? Alors, les deux cohabitent, mais on a aujourd'hui une stratégie claire sur ce qu'on a envie de faire en termes de franchise et en termes de magasins en propre, ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du groupe. Aujourd'hui, clairement, on veut être en propre dans toutes les grandes villes. Donc Lille, par exemple, c'est la 4e ville de France. Rennes, ça doit être peut-être la 7e. On était, par exemple, pas en propre à Milan il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est en propre. Milan, c'est la capitale du design. On a implanté un magasin de 1500 mètres carrés au cœur du quartier du design, en face des marques de luxe italiennes. C'est des choses que notre franchise n'aurait pas fait. Donc voilà, il y a un vrai intérêt dans des villes qui ont du volume, qui ont de l'importance pour nos clients, d'être en propre. Il n'y a pas très identifiés, en l'occurrence. Après, dans des villes plus petites ou dans des territoires de conquête, on a plutôt intérêt à avoir des franchisés. Vous voyez, on a ouvert avec un franchisé, par exemple, à Budapest, très performant. Nous, aller tout seul à Budapest sans connaître le local, le marché, les architectes d'intérieur, les bons réseaux, etc., créer une structure avec un patron de pays, avec une logistique, etc., ça aurait forcément été déficitaire. Et c'est plus consommateur de cash, bien évidemment. Exactement, et bien sûr. Un petit mot de la bourse. Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le titre abandonne 2,5 environ. Pour quelles raisons justement? Alors bien évidemment, on imagine que ce n'est pas les mauvais résultats qui sont sanctionnés, parce que ce n'est pas le cas. Non, c'est même pas... Parce que hier, avant-hier, on était à plus 2 aussi, vous voyez, donc c'est clairement des prises de bénéfices. Le titre a eu une vraie évolution au moment de l'annonce de ses résultats. Il y a une... Si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit mois maintenant, peut-être 3 semaines, de l'annonce du rachat de ces franchisés en France. On est passé probablement d'un cours qui oscillait autour de 33-34 euros à un cours au-delà de 40. Et là, on a des prises de bénéfices qui font qu'on oscille entre 38 et 40 depuis plusieurs jours. Mais en l'occurrence, effectivement, on le disait, il y a 5-6 mois, c'était 33-35 euros en moyenne. On est plutôt autour de 40 maintenant. Mais on a le sentiment quand même que le plafond de verre des 40, on a du mal à le franchir. Comment vous expliquez que malgré ces belles performances, il y a toujours un petit seuil qui est difficile à avoir, attaquer là? On a eu ce seuil-là autour de 18, on a eu ce seuil-là à 20, on l'a eu à 30, on l'a eu à 35, bon maintenant on l'a à 40, sky is the limit. Après, le titre a une liquidité qui est relativement limitée, on le sait. C'est aussi mais ça, c'est pas un peu votre déception, la bourse, malgré les belles performances que vous pouvez avoir, effectivement, d'avoir une histoire boursière qui est toujours, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, mais toujours parfois un peu délicate, un peu compliquée, un peu tumultueuse. C'est vrai, tumultueuse, je dirais pas ça, mais parce qu'on a été quand même assez linéaire dans la croissance. Mais oui, on a une liquidité qui est faible. Ça évoluera peut-être en fonction de notre actionnariat. On reste avec les familles fondatrices qui sont au-delà de 50%, donc qui conservent la majorité. On a le fonds italien Tamburi Investment Partner qui a un peu plus de 30%. Mais vous avez toujours le sentiment d'être sous-coté aujourd'hui ? Probablement oui. De toute façon, si on fait un simple calcul mathématique entre notre EBITDA, notre cash, le jour de l'introduction en bourse et aujourd'hui, on a fait x2 en cotation, 20-40. En EBITDA, si je ne dis pas de bêtises, on a fait x4. Et en cash, on est passé autour de 0 en dette nette à peut-être 70 millions aujourd'hui. Donc, si vous faites un bête calcul EBITDA plus dette nette, on devrait être bien au-delà. Donc oui, il y a du potentiel sur le titre, et puis il reste du potentiel de croissance, bien évidemment. Il y a plein de choses qu'on a envie de faire avec la marque Roche Beaubois et qu'on est en train de faire. Bon.
Et qu'on découvrira. Un petit mot avant de se quitter, on va parler retail, mais juste une parenthèse, parce que l'actualité de ces dernières semaines, c'est aussi des fermetures à la chaîne de marques françaises de vêtements, d'habillement, emblèmes des années 90-2000, les Pimki, Camailleux, San Marina encore samedi, Koukaï, très présentes dans les centres commerciaux, très présentes dans les zones notamment. Est-ce que vous craignez également, vous justement, chez Roche-Beaubois ou chez Cuir Center plus exactement aussi peut-être, une baisse de fréquentation, un désintérêt finalement de ces zones dans lesquelles vous aussi finalement vous êtes installés? Alors, c'est vrai, sur la marque Roche-Beaubois, on est parfois installé en zone commerciale, surtout en France d'ailleurs, parce que la zone commerciale telle qu'on la connaît en France, c'est quelque chose d'un peu franco-français. Franco-français, clairement. En Europe, on va être installé soit dans des centres-villes, soit des pénétrantes. Aux États-Unis, on a entre des malls, des centres-villes, des grandes avenues, etc. Donc, c'est vrai que c'est très franco-français ce phénomène. On n'est pas que dans des zones commerciales, même en France. Après, les marques que vous citez, c'est pour moi plus des marques de galeries commerciales qui sont très proches de grandes surfaces, etc. On sait qu'il y a un désintérêt pour les grandes surfaces parce que... Mais ça veut dire que typiquement pour Cuir Center, par exemple, vous allez réfléchir peut-être les implantations un peu différemment? Alors, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Nous, on n'est pas dans les galeries commerciales. Bien sûr. On est à proximité, effectivement dans des zones commerciales. On est toujours dans des bâtiments qui peuvent être partagés avec quelqu'un d'autre, mais toujours des bâtiments indépendants. On n'est pas dans les galeries. Donc, l'attraction pour le commerce des zones extramuros, je ne pense pas que du jour au lendemain, il va disparaître. Par contre, l'attraction et le trafic dans les grands hypermarchés où vous aviez toutes ces galeries, là, peut-être que ça évolue davantage. Mais vous êtes moins concerné. Et puis l'autre sujet aussi, très clairement, c'est que je ne suis pas un spécialiste de la mode, même si j'ai eu l'occasion d'y travailler quelques années. Pour moi, il y a aussi un marché de l'habillement qui est très différent du marché du meuble. Parce que l'habillement, ça se fait de plus en plus en ligne, ça se fait de plus en plus avec des prix très bas. Nous, on peut acheter chez Roche-Beaubois comme chez Cuir Center en ligne, ça reste des chiffres qui sont assez marginaux, parce que les clients veulent essayer, ils veulent configurer, un peu comme l'automobile. L'automobile se vend très peu en ligne, de la même façon, parce que vous voulez toucher, vous voulez vous asseoir, vous voulez comprendre les options. C'est important pour vous le digital, mais ce n'est pas essentiel. Pas aujourd'hui. Nous, on est prêts. On peut acheter quasiment toute la collection en ligne, mais les clients, aujourd'hui, préfèrent venir dans les magasins, avoir du conseil personnalisé, et donc on n'en est pas là. Alors je pense que le marché du vêtement aujourd'hui, il se fait beaucoup en ligne, il se fait beaucoup en seconde main, et donc l'évolution est aussi différente. Bon, et on regardera ça bien sûr avec plaisir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci beaucoup, Merci Guillaume Demullier, président du directoire de Roche-Beaubois, d'être venu nous voir dans Ecorama aujourd'hui sur Boursorama.